Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui va être consacré à l'expérience employée, aussi appelé EX et non pas X comme certains m'ont écrit cette semaine pour se moquer de mon petit post sur LinkedIn. Donc non, on ne parlera pas de vos ex aujourd'hui, mais bien de l'expérience employée et c'est vrai qu'on utilise EX à la place de CX pour Customer Experience. J'attends encore quelques secondes pour que les participants puissent nous rejoindre et on va démarrer tout de suite après. Donc, je m'appelle Fabien Arevalo, je suis le fondateur d'Altamedia et j'aurai la chance de vous accompagner pour ces 20 minutes qui vont être consacrées donc à l'expérience employée. Voilà, je crois qu'on a embarqué la plupart des personnes et sinon, en replay, ce sera toujours possible. Très rapidement, Altamedia, donc j'ai fondé Altamedia il y a maintenant 21 ans. Nous sommes des spécialistes de l'expérience client au sens large, donc ça peut être des patients, des visiteurs, des collaborateurs, des collaboratrices. Et globalement, nous répondons à 3 grands types de questions. D'abord, pour les organisations qui souhaitent connaître la qualité de leurs relations clients et collaborateurs, ça peut être en analysant des vrais contacts, en jouant les clients mystères, et nous avons un terrain de plus de 1000 personnes en Suisse, ce qui est assez rare, donc on est très content de ça. Et puis également, nous réalisons des enquêtes de satisfaction clients et collaborateurs, et parfois même ce qu'on appelle en miroir. Il nous est même arrivé pour des EMS d'avoir des triples miroirs, puisque nous avions à la fois les résidents, les familles et les collaborateurs et collaboratrices, ce qui permet d'avoir une image vraiment globale de la qualité de la relation délivrée, en tout cas perçue par les acteurs de l'EMS. Ensuite, nous adressons aux organisations qui souhaitent améliorer la qualité de leurs relations clients-collaborateurs par des missions de formation et de conseil, et notamment dans les sujets d'orientation client au sens large, de qualité de l'accueil. Ça peut être dans les hôpitaux, dans les administrations ou dans les entreprises. Et puis, les services clients, que ce soit pour des formations spécifiques ou bien pour préparer à l'examen de call center agent, qui permet d'avoir une certification et de valoriser vos agents. Et enfin, nous répondons à la question personnes qui souhaitent avoir plus de clients. Ça peut être à la fois par des formations, aussi bien en magasin comme en bar que en B2B pour d'autres, notamment avec la vente pour non-vendeurs. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup, notamment dans le milieu technique, informatique. Et puis des accompagnements terrain en B2B, c'est-à-dire qu'on va vraiment aider certaines entreprises à développer leur vente sur le terrain. Voilà, j'en dis pas plus sur Altamedia, il est 9h02. Donc, on va commencer directement sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'expérience client et l'expérience collaborateur. Alors d'abord, partir de l'expérience client. Une définition de l'expérience client que je vais aller prendre sur le site Définition Marketing, que je vous recommande d'ailleurs pour leur définition. C'est finalement l'ensemble des émotions et sentiments qui sont ressentis par un client avant, pendant et après l'achat ou l'utilisation d'un produit ou d'un service. On y reviendra, ça c'est important, la notion de parcours avant, pendant et après. Et puis, c'est aussi le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client peut avoir avec la marque ou l'entreprise. Donc ça concerne l'expérience client, autrement dit ce qu'on appelle le CX. Maintenant, si on le transpose, puisque c'est un peu l'objectif quand même de ce webinaire, à l'expérience collaborateur, alors c'est pas une nouveauté, hein, nous on l'a fait depuis qu'on intervient finalement sur l'expérience client, puisque nous intervenions déjà il y a 15 ans pour des services RH qui me disaient, écoutez, moi mes clients ce sont mes collaborateurs, mes collaboratrices, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et on utilisait finalement exactement les mêmes outils. Donc si je reprends cette définition-là et que on la bascule sur l'expérience employée, autrement dit donc le X, eh bien finalement, ça va être l'ensemble des émotions et sentiments qui sont ressentis par un collaborateur avant, pendant et après sa présence au sein de l'organisation. Et c'est finalement le résultat de l'ensemble des interactions qu'un employé peut avoir avec son entreprise. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au pendant. Maintenant, on voit qu'on a de plus en plus de clients qui sont sensibilisés à l'avant, et qui comprennent que même une annonce peut donner une image de l'entreprise. Et puis le après, c'est-à-dire comment on gère ses alumni en quelque sorte, hein, ses anciens collègues. Et on voit même maintenant des entreprises avoir une sorte de vivier d'anciens collaborateurs et qui leur permettent de revenir plus facilement dans la société. Ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je ne l'ai pas précisé au début, ce webinaire, c'est vraiment un flash, hein, c'est-à-dire c'est une vingtaine de minutes. Donc à 9h20 maximum, je laisse la place aux questions. Et vous pouvez d'ailleurs poser vos questions au fur et à mesure sur l'onglet questions qui se trouve sur la droite de votre écran.
et j'y réponds alors soit au fur et à mesure si c'est adapté, soit je les garde pour la fin, mais je répondrai à toutes les questions, ça c'est certain. Et celles auxquelles je ne peux pas répondre, parce que voilà, on a aussi nos limites de compétences, je m'engage à y répondre dans les 24 heures. Ensuite, s'il me manque un élément X ou Y. Alors d'abord, on va partir de finalement qui sont mes employés. Et là, pour le coup, quand on dit qu'on va utiliser exactement les mêmes outils, finalement, ce qui est intéressant, c'est si on est en mode atelier, par exemple, que ce soit avec le service RH ou d'ailleurs un groupe de travail, par exemple sur la qualité de vie au travail ou sur le bien-être au travail ou autre, on va d'abord faire réfléchir les participants à qui sont leurs collègues. Alors leurs collègues à la fois d'aujourd'hui et de demain. Parce que là aussi, c'est pas seulement un scan de ce qui existe, ça peut être se projeter à l'avenir sur, tiens, demain, on aimerait bien avoir des collaborateurs de tel et tel profil. Et pour ce faire, évidemment, on peut se faire aider d'enquêtes externes, internes, puisqu'on n'est pas censé tout savoir et que des fois, se mettre dans la peau d'un persona, c'est pas si évident que ça. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître ses employés? Finalement, c'est en connaître ses formations, ses expériences, quels sont leurs besoins, leurs attentes. C'est là où les enquêtes peuvent être intéressantes. Attention toujours, je le dirai une seule fois parce que sinon, je pourrais le dire à chaque slide, mais attention à chaque fois à rester correct vis-à-vis de la protection des données et ne pas utiliser des données que vous auriez eues dans des cas, par exemple, d'évaluation de fin d'année. Évidemment que ce ne sont pas des données qu'on peut utiliser ensuite pour les ateliers, ou alors il faut prévenir systématiquement les collaborateurs. Donc ça, on en parle volontiers dans un autre cadre, mais voilà, faites juste attention à ça. Puis on va aussi s'intéresser à leurs peurs, leurs freins. Autrement dit, qu'est-ce qui peut les retenir, qu'est-ce qui peut les motiver aussi, évidemment. Et là, on a déjà une meilleure image. Donc là, on a un petit blocage au niveau du PowerPoint, mais ça se débloque, voilà. Au niveau de la connaissance employée, parce que des fois, les gens, c'est un peu comme pour les clients, ils me disent, mais finalement, comment est-ce que je peux connaître mes clients, mes employés? Bon, déjà, on peut faire des interviews, des enquêtes qualitatives. Il y a des enquêtes de satisfaction qui sont faites régulièrement quand même à l'interne. Ça peut être aussi au travers des différentes interactions avec le service RH formation, sous couvert une fois de plus de la protection des données. Mais par exemple, si on rend anonyme, par exemple, les questions posées, nous, au sein d'un hôpital, c'était assez intéressant de voir que plus de 50% des interactions avec le service RH portaient justement sur la maladie du collaborateur lui-même ou de sa famille, et que finalement, il y avait assez peu de choses sur le développement ou autre, et c'était plutôt sur son état actuel. Ce qui sort en termes de veille concurrentielle, ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux, donc là, spécifiquement en termes d'employés. Alors, c'est vrai qu'on connaît un peu mieux TripAdvisor et Google et les notes Google que des sites comme Glassdoor, par exemple. Mais il y a pas mal de sites où les gens disent des choses de vous, des ex-employés ou autres. Et évidemment, il y a aussi des anciens collaborateurs qui disent des choses aussi sur Google directement. Donc, je vous invite à checker assez régulièrement, ne serait-ce aussi que pour réagir, parce que il peut aussi y avoir des éléments diffamatoires. Donc, en dehors de ça, il peut aussi y avoir des choses sur lesquelles on peut réagir. Et puis, on va utiliser la notion de persona, qui est très connue dans l'expérience client. Et pour l'expérience collaborateur, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser un portrait fictif, finalement, d'un personnage, en quelque sorte, qui va représenter un type de client ou d'employé, et qui va mettre en avant les informations qu'il caractérise en termes d'âge, de catégories socio-professionnelles, de ce qu'il motive, de ce qu'il freine. Également, on va mettre en avant ses besoins et motivations pour lui offrir des services qui vont correspondre à ses attentes. Alors, je n'entrerai pas dans le débat des générations. Certaines générations fonctionnent probablement différemment des autres. Après, pour quelqu'un de 53 ans, c'est toujours difficile de se dire qu'il n'y a que la génération Z et Alpha qui ont besoin de sens pour aller au travail et que nous, on devrait y aller uniquement comme ça. Je pense qu'il y a aussi des individus qui peuvent chercher du sens, même s'ils ne sont pas de la génération Z et Alpha. Donc, attention à bien créer un persona pour s'aider, notamment pour mieux définir ensuite les parcours, mais attention à ne pas tomber non plus dans les stéréotypes et penser que un persona, forcément, c'est réducteur, comme ce qu'on utilisait avant en termes de segments, mais qu'évidemment, derrière, on a des individus et que rien ne remplacera le relationnel one-to-one, en bon français, individuel avec chacun. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que donc on va créer des scénarios, ou scénarii, si on va être
parfait pour chaque persona. Et puis ensuite, on va cartographier le parcours de chaque persona. Qu'est-ce qu'on entend par scénario? C'est que, est-ce qu'on parle d'un collaborateur qui est au sein de l'organisation depuis 15 ans et qu'on va chercher à motiver ou remotiver? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas encore été embauché? Et dans ce cas-là, on va plutôt travailler sur le parcours pré-onboarding, on va dire. Ou bien est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est en fin de carrière, soit que ce soit pour la retraite ou quelqu'un où on sait que vous avez toujours dit qu'il nous quitterait au bout de 10 ans pour faire autre chose. On peut aussi travailler sur l'offboarding, hein. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est quand même une phase très importante. Donc autrement dit, voilà, on va créer un ou plusieurs personas qui vont représenter des employés, des collaborateurs, collaboratrices sur lesquels on va vouloir travailler. Ça peut ressembler à ça. Alors pour le coup, ça ressemble vraiment à un persona CX, hein. On pourrait même prendre les mêmes d'ailleurs, a priori. On peut lui redonner un motto. Alors sachez qu'aujourd'hui, il existe des outils. J'ai vu une démonstration il y a 15 jours, 3 semaines, où avant, c'est vrai qu'on prenait beaucoup de temps pour créer les personas. Aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent nous aider à aller un peu plus vite grâce à l'intelligence artificielle, d'autant que c'est pas forcément là où on prend le plus de plaisir à le faire. Ou alors, ça peut être aussi l'icebreaker de l'atelier pour pouvoir le faire ensemble et réfléchir. Il faut juste s'assurer que les participants ont suffisamment de connaissances de leurs collègues ou bien futurs collègues pour pouvoir définir un persona de manière adéquate. Il y a des gens qui sont vraiment opposés à ça, qui disent « mais non, en fait, je peux pas me mettre à la place de Julie qui a 23 ans ou 29 ans, parce que moi j'en ai 53 et je ne sais pas comment fonctionne une jeune femme de 29 ans. » Donc voilà, il y a toujours des discussions là-dessus. Nous, ce qui est clair, c'est qu'on s'adapte en fonction des participants surtout, et il faut que ce soit un point de motivation et dynamisme, et en icebreaker, ça passe très bien. Maintenant, si ça doit être un point de blocage, autant les fournir à l'avance, et dans ce cas-là, on travaille avant avec les responsables, et on arrive avec des personas déjà effectués. Une fois qu'on a les personas, eh bien, on va réfléchir au parcours. Alors, les parcours, c'est finalement, on va faire réfléchir les participants en atelier à ce que vivent leurs collègues, ou une fois de plus, futurs collègues, ou anciens collègues, hein, si on parle d'après. Et finalement, l'intérêt, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre. Alors oui, ok, en français, on dit plus souvent dans la tête de l'autre, ou dans voilà, se mettre à la place de l'autre. Mais c'est vrai qu'une fois, quelqu'un m'avait dit, dans un événement international à Amsterdam, en anglais, il m'avait dit, tu sais, l'expression en anglais, elle est nettement meilleure dans les chaussures de l'autre. Alors moi, au début, j'avais été un peu circonspect. J'ai dit, oui, c'est un peu la même chose, dans la tête, dans les chaussures. Puis la personne avait vu que j'étais pas franchement convaincu. Il m'avait dit, non, parce que tu vois, Fabien, elle est un peu mieux, cette expression, parce que pour se mettre dans les chaussures de quelqu'un, il faut d'abord enlever les siennes. Évidemment, j'ai eu d'abord 2 minutes comme ça, enfin peut-être 2 secondes quand même de réflexion. Et c'est vrai que souvent, le plus difficile, c'est d'enlever ses propres chaussures et d'enlever ses propres a priori stéréotypes pour pouvoir vraiment se mettre dans les chaussures de l'autre. Donc du coup, j'ai gardé cette expression qui me semble un peu plus adaptée. Un parcours, ça ressemble à quoi? Alors, il y a plein de manières de le représenter. J'ai pris ici les plus classiques. Mais globalement, il va s'agir finalement de aller au point A, au point B, ou si on a la version infinie, oui, ça recommence à chaque fois. Mais finalement, si on devait parler ici des RH, si j'avais une vision globale, par exemple un parcours client global, ça pourrait être de l'embauche et même de la pré-embauche, c'est-à-dire des entretiens, etc., et voire même de l'annonce, jusqu'à l'offboarding, c'est-à-dire l'entretien de fin de rapport avec le collaborateur, et même le suivi. Est-ce que j'organise justement un alumni, un groupe d'anciens que je fais vivre, que je fais même peut-être revenir des fois dans leur ancienne boîte pour faire une petite virée ou une petite fête ou quelque chose. Ça existe, hein, c'est assez intéressant à faire. Donc, quel est l'intérêt finalement de cartographier un parcours? Et ça permet de représenter visuellement, et on sait que l'être humain est quand même plus visuel que auditif, et de voir toutes les expériences finalement que les employés ont avec l'entreprise ou l'organisation. Ça va permettre à la fois de comprendre et d'appréhender les différentes étapes. Ça va nous permettre aussi d'identifier les points de contact, les moments clés. Je vais vous détailler ensuite comment ça se passe exactement. Et puis ensuite, ça permet justement de concentrer ses efforts et ses investissements sur ce qui compte le plus. Parce que oui, on peut s'améliorer à chaque étape. Mais finalement, est-ce que vraiment... tiens, je vous donne un exemple d'expérience client. Je connaissais un service client, une hotline interne. Donc, c'était quand même des collaborateurs qui étaient les clients.
et qui voulait absolument améliorer la durée, entre guillemets, et réduire l'attente de la réponse. Sauf que, apparemment, c'était quelque chose de très important pour le responsable de cette hotline, mais pour les utilisateurs, c'était pas du tout ça le plus important. Pour eux, le plus important, c'était qu'il y a de plus en plus de collègues qui arrivaient tôt le matin, vers 7h, 7h15, et que lorsqu'ils avaient un problème avec leur informatique, ils étaient obligés d'attendre que la hotline ouvre à 8h. Et finalement, l'axe d'amélioration, il portait beaucoup plus sur l'étendue horaire que sur l'attente, et que oui, ok, si on attend 30 secondes, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui nous répond à 7h30, ça nous va parfaitement. Donc c'est intéressant quand même de se mettre toujours à la place d'eux. Et pour le coup, si on avait créé un persona, Julien, 28 ans, qui aime venir tôt le matin au bureau pour pouvoir partir à 16h parce qu'il a des activités sportives ou autres, ou qui s'occupe de ses enfants à la fin de l'école, eh bien, ça aurait permis à ce responsable de hotline de se dire, OK, là, pour répondre aux besoins de mes clients, qui en l'occurrence sont mes collègues, peut-être qu'il vaut mieux finalement ouvrir à 7h et terminer à 18h comme avant, et que finalement l'attente, même si je suis sous-staffé parce que je vais avoir moins de personnes tout au long, heure par heure, mais pour couvrir l'ensemble de 7h à 18h, peut-être ça répond plus aux besoins de mes clients, finalement. Comment ça se passe? On va être vraiment séquentiel pour le coup. Les participants à l'atelier vont d'abord lister les différentes étapes. Alors, une fois plus, ça va dépendre du parcours. Là, tout à l'heure, j'ai donné un exemple de grande map du début à la fin. Mais on peut tout à fait zoomer et s'intéresser uniquement à un parcours qui porte sur l'onboarding. Et l'onboarding, il peut y avoir 5, 6, 7 étapes de l'onboarding avec créer l'onboarding, la première journée, la deuxième journée, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'onboarding, est-ce qu'on fait une sorte de mini-test, est-ce qu'on fait un retour d'expérience, on demande un retour d'expérience à son collègue, ou bien si on fait un zoom justement sur la fin des rapports de travail, sur l'offboarding, ou bien un sujet très très sensible, les retours de maladies longues, entre guillemets, ou d'absences longues en tout cas. Nous, on a eu la chance de travailler là-dessus pour des grands magasins, et on s'est aperçu que finalement, quelqu'un qui était absent 3, 4 ou 6 mois, eh bien finalement, il fallait recréer une forme d'onboarding. Et ça, ce sont vraiment les participants qui ont travaillé sur ce sujet, à la fois par des notions de persona et de parcours, et aussi on avait utilisé une carte d'empathie. Ça, on pourra en parler une autre fois, mais c'est intéressant de se mettre vraiment à la place de quelqu'un en disant qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend. Et les participants se sont aperçus que finalement, quand on est absent 3, 4 ou 6 mois, c'est un peu comme si on recommençait. Parce qu'il suffit que le logiciel qu'on utilise ait changé, que la moitié de son équipe de rayon ait changé, pour qu'on se sente complètement instabilisé et déstabilisé, pardon. Et ce qui est important ici, c'est que finalement, ils ont mis en place tout un parcours de ré-onboarding en quelque sorte. C'est un sujet qui est cher à un collègue, je salue Gaston, et qui permet justement de limiter la casse et d'éviter que les gens retombent malades, par exemple, ou ne se sentent vraiment pas bien alors qu'ils reviennent d'un congé maternité, par exemple. Donc, on liste les différentes étapes. On réfléchit à l'état émotionnel de l'employé lors de cette étape-là, les canaux qui vont être utilisés, est-ce que ça va être du face-à-face, du téléphone, du web, autre, et puis on va identifier les moments clés. Alors ce qu'on appelle les moments clés, c'est aussi bien les moments importants que où il faut être bon, ou bien il faut être un petit peu moins mauvais des fois aussi, il faut le dire, et on va regarder tout ça. Et comme je le disais, sur quel parcours employé finalement on peut travailler? On peut avoir ce qu'on appelle le niveau macro, avec le cycle de vie du collaborateur qui va aller du recrutement au départ, mais on peut aussi zoomer sur une étape précise, le recrutement. Là aussi, toutes les personnes que l'on va voir ne vont pas forcément être embauchées, mais ce sont peut-être des collaborateurs de demain ou d'après-demain, et ce sont de toute façon des gens qui vont donner une image de votre organisation ailleurs. Et moi, je suis assez surpris de voir le mauvais traitement que réservent encore beaucoup d'entreprises aux candidats, qui vont peut-être être demain des gens avec qui ils vont collaborer, qui seront peut-être d'ailleurs leurs fournisseurs, ou bien leurs clients, ou autres. Et c'est assez intéressant de voir comment on traite encore les personnes avec zéro réponse, ou une réponse toute faite par un ATS mal programmé. C'est pas souvent terrible. Ça peut être sur l'onboarding. C'est vrai que c'est le sujet dont on parle beaucoup depuis 5 ans, et que aujourd'hui, louper un onboarding, c'est comme si on loupait son recrutement, finalement. Mais aussi la fidélisation, sujet qui est pas assez abordé malheureusement, que ce soit pour les clients ou les collaborateurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a acquis,
finalement, après, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis l'offboarding, où là aussi, des fois, on considère comme un mal nécessaire le départ du collaborateur, alors que ça peut être une source d'apprentissage énorme pour l'organisation, puisque quelqu'un qui part, finalement, il se lâche un peu. Alors des fois un peu trop, donc évidemment qu'il y a des choses qui vont devoir rester au sein de des RH et de la personne qui l'a reçu. Mais parfois, quelqu'un qui part va vraiment mettre en lumière un problème de process et d'organisation, en disant, ouais, j'ai jamais compris pourquoi tel service faisait exactement le même travail que tel autre, et que les deux sont débordés, et que finalement, si on s'organisait mieux, ça permet de s'améliorer évidemment pour la suite. Et puis, il va y avoir les éléments de satisfaction. Alors, comme je le disais tout à l'heure, là, je suis très positif, j'ai mis faire réfléchir les participants à ce qui peut enchanter leurs collègues. C'est déjà pas mal si on commence par, si on peut supprimer ce qui les horripile, ce qui vraiment, voilà, donc déjà éviter les insatisfactions, c'est déjà bien. Puis comment on peut faire pour satisfaire ses collègues à tel ou tel moment. Alors évidemment, ça peut être des choses très terre à terre. Moi, je vois des fois dans certains colloques sur le bien-être au travail des choses incroyables. Les gens sont beaucoup plus terre à terre quand on fait nos enquêtes et on voit que c'est d'abord le parking ou la mobilité en général, la facilité de venir au travail. Ça peut être la restauration. On est 300, il n'y a même pas un truc de plat froid. On est obligé de sortir à chaque fois. Ça nous fait perdre 1 heure, alors qu'on pourrait prendre une demi-heure de pause. Voilà. Il y a tous ces éléments-là qui sont assez importants. Et puis, c'est une fois qu'on a travaillé sur les insatisfactions et la satisfaction, qu'on peut aller sur l'émerveillement, l'enchantement, et aller au-delà de la simple satisfaction pour justement enchanter les employés au quotidien. Le but, évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est quoi? C'est un peu comme un client, c'est d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices enchantés, satisfaits. Ça permet de les fidéliser, évidemment. Puis ça permet d'avoir des gens qui sont plus heureux au travail et en tout cas qui s'y sentent bien, parce que le bonheur au travail, on pourra encore en parler, et qui du coup aient des chances, enfin on va maximiser, on va dire, les chances que les gens, lorsqu'ils sont bien au travail, on sait, il y a énormément d'études qui le montrent, que l'efficience est quand même nettement meilleure que lorsque les gens se sentent bien dans leur travail. Quelques éléments supplémentaires pour terminer et prendre peut-être 2-3 questions. Ça peut être définir le parcours employé pour un service en particulier. Ça peut être très sympa également. On peut poser les parcours clients en symétrie. Autrement dit, vous réfléchissez à la fois au parcours client d'un côté puis au parcours collaborateur. Et ça permet de voir certains éléments, comme par exemple de voir aujourd'hui que certains clients sont mieux préparés et savent mieux utiliser certains outils que les collaborateurs eux-mêmes. Moi, je suis très surpris dans les compagnies aériennes de voir que le client est beaucoup plus à l'aise avec son tracker et qu'il sait que le vol qu'il attend à Genève pour partir à Barcelone, il se trouve que l'avion est encore à Barcelone. Lui le sait, mais la collaboratrice ne le sait pas parce que elle a mal été formée et que ça fait à peine 2 mois qu'elle est dans la boîte et qu'on lui a pas encore expliqué comment utiliser le tracker. Et là, il y a ce qu'on appelle une asymétrie de l'utilisation des outils qui peut créer du coup des problématiques. Mettre en parallèle aussi les ressentis des employés par rapport aux enquêtes. Et ça peut être des choses très intéressantes qu'on peut faire en parallèle, on va dire. Et puis, évidemment, ça, c'est un petit peu comme tout. Et là, on se bat des fois avec certains de nos clients. C'est une expression, se battre. C'est que, comme une enquête, comme un atelier CX, un atelier EX, donc expérience employée, ça ne sert strictement à rien si on n'en fait rien derrière. Et j'irai même plus loin, ça peut créer des attentes. Donc le faire pour le faire, non. Réfléchissez-y, à la limite, mettez 3 mois de plus pour y réfléchir. Mais derrière, il faut qu'il y ait des plans d'action. Et là aussi, ça va être extrêmement motivant pour les personnes qui ont participé à l'atelier de voir que, ok, le truc, là, on avait passé une demi-journée, et on peut finalement définir des plans d'action derrière. Et puis, commencer par les quick wins. Alors là aussi, je suis désolé pour les expressions anglophones, mais par ce qui peut être fait très rapidement et qui va se voir très rapidement. Bien sûr qu'on peut aussi travailler sur le moyen terme et le long terme sur les questions un peu plus de fond. Mais si on décèle tout de suite qu'on a un vrai problème au niveau de, par exemple, je ne sais pas, la façon de rédiger ces offres d'emploi, ça peut être fait très rapidement. On peut se faire aider aussi par l'IA ou autre. Et voilà. Et puis, la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'au cœur de tout ça, pourquoi l'expérience employée? C'est que la meilleure des relations clients ne vaut rien si l'on ne considère que les clients externes. Donc, il y a pas mal de livres sur le sujet.
Et là encore, ce sont les fondamentaux. Sinon, il en sort à peu près tous les 6 mois. Moi, je pense qu'avec cela, vous avez déjà une bonne vision. Sachant que le plus étonnant était quand même celui de Vinay Nayar, qui était le DG, le directeur, le CEO même d'une grosse société informatique indienne. Et on s'attendait vraiment pas à ce que ce sujet vienne d'une boîte informatique indienne dans les années 2000. Ça a été le premier à sortir ce bouquin qui s'appelle Les employés d'abord, les clients ensuite. Et là, c'était quand même quelque chose même de prioriser, de dire d'abord les employés. Ça va au-delà de la symétrie des attentions. Copyright, Thierry Spencer, et non, plus Thierry Spencer du coup maintenant, mais l'Académie des services. Mais voilà, donc on a fait un petit tour. Autrement dit, oui, bien sûr, il y a des outils qui sont spécifiques pour la relation collaborateur. Nous, maintenant, on pense qu'en utilisant les outils d'expérience client, et on le fait depuis 15 ans, donc on peut témoigner de ça, on peut faire de très belles choses pour l'expérience collaborateur, que ce soit avec les personnes spécialisées au sein de l'entreprise, donc a priori les RH, les ressources humaines, mais aussi avec des groupes de travail, puisque finalement, les gens aiment bien aussi travailler sur leur propre sujet, et ça peut être aussi un sujet très intéressant. Alors, je vais voir s'il y a des questions. On voit une question. Recommandez-vous de faire cet atelier avec l'ensemble des employés ou un échantillon? Alors, s'il s'agit, c'est un peu la même question que pour l'expérience client finalement. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Si votre objectif, c'est d'avoir très rapidement des choses à mettre en œuvre pour améliorer votre expérience collaborateur, on peut se contenter d'un échantillon. Après, l'échantillon, il faut vraiment qu'il soit représentatif. Alors, soit on dit, OK, c'est le service RH parce que c'est leur travail ou autre, mais si on veut prendre des gens de l'ensemble de l'entreprise, il ne faudra pas oublier aussi la personne de l'usine ou du livreur, ou voilà, parce que ça va être important, il va amener une autre vision. Maintenant, si votre objectif, c'est d'en profiter pour faire un team building, de souder les gens entre eux, ça peut être super intéressant. Et un des gros avantages quand même des notions de parcours, que ce soit parcours client ou collaborateur, c'est aussi souvent que les personnes comprennent le rôle qu'ils ont lors des différentes étapes. Et ça, c'est génial, parce que si vous faites par exemple, vous travaillez sur l'onboarding, tout à coup, le livreur qui va devoir accueillir un nouveau collaborateur, il va s'apercevoir que waouh, la première tournée qu'il va faire avec le nouveau, elle est super importante parce que c'est ce qui va donner la première impression. Et s'il râle toute la journée sur l'admin qui lui fait des plannings qui sont nuls, qui lui font aller à Villeneuve et puis retourner à Vevey, puis retourner en Coration, voilà, ça va être compliqué et peut-être qu'il a une influence, et il va se rendre compte de l'influence qu'il a vraiment sur l'image, la première impression que va se faire son nouveau collègue. Et ça, c'est super intéressant. Donc oui, ça peut être super intéressant de faire toute l'entreprise. Gros avantage avec ce type d'atelier, c'est que vous pouvez réunir beaucoup de monde en une seule salle. Alors, il faut une grande salle, évidemment, mais vous pouvez faire des groupes de 5 personnes. Nous, on recommande 5 maximum. Et rien ne vous empêche d'avoir 6-7 groupes. Bon, après, il faut des timekeepers, des gardiens du temps, et puis un animateur pour que les gens suivent vraiment bien le contenu et qu'on puisse en une demi-journée arriver à faire quelque chose. Et comment est-ce qu'on peut garantir l'engagement, la participation active de tous les participants? Soit par la sélection en amont, si vous faites un échantillon, et de trouver des volontaires pour faire ça. Nous, on a souvent des ambassadeurs relations clients pour les expériences collaborateurs. Ça peut être aussi là des volontaires au sein du RH, du service RH ou au sein de la boîte pour réfléchir à notre expérience collaborateur. Et sinon, c'est aussi le rôle de l'animateur. Nous, régulièrement, il y a des gens qui sont pas forcément contents d'être là. Après, honnêtement, ce sont des ateliers qui sont très sympas parce que c'est amusant de réfléchir au persona, au parcours. Et puis tout à coup, dans un groupe de 5, de se dire « Ah tiens, mon collègue de tel autre service, il n'a pas tout à fait la même vision. » Donc la composition des équipes est très importante. Et là, il faut vraiment, nous on le fait vraiment en collaboration avec les responsables de l'entreprise ou de l'organisation où on intervient, parce que c'est voilà, vous connaissez mieux vos collaborateurs et collaboratrices que nous, donc on sait par avance que si on met ces deux personnes-là ensemble dans le même groupe, ça va pas le faire. Au contraire, ils vont s'annuler, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, il y a un travail en amont, où, comme tout travail, finalement, la préparation est très très importante. J'espère avoir répondu à votre question, mais sinon on peut le faire aussi en dehors. Alors il y a une autre question sur ça doit être compliqué à mettre en place ou il faut beaucoup de temps. Pas forcément. Ça va beaucoup dépendre des informations que vous avez déjà en amont. Mais honnêtement, on a déjà mis en place des sujets pour certains services RH en 15 jours. Et les personas étaient définis pendant l'atelier.
Donc en fait, ce qui a pris le plus de temps, c'est de trouver la date. Mais sinon pour le reste, nous on a des outils qui sont clés en main entre guillemets, que ce soit en termes de persona ou de parcours. Donc on peut arriver, à part les problèmes d'agenda évidemment, on peut arriver dès demain et déployer. Et c'est très intéressant. Moi, ce que je conseille quand même, c'est vraiment de bien définir les objectifs surtout. C'est ça qui est le plus important. C'est qu'est-ce qu'on souhaite faire, quel est l'objectif de cet atelier et qu'est-ce qu'on va faire après. Pour le coup, autant ça peut être très rapide à mettre en place, autant il nous est déjà arrivé de conseiller à des organisations de reculer un petit peu, d'attendre, parce que visiblement, ils allaient rien en faire derrière. Et si c'est pour créer de la frustration, il vaut mieux attendre un petit peu. Honnêtement, on aurait adoré, hein, il y avait 15 groupes à faire, voilà, mais on a tout basculé, puis on a attendu et on attend encore d'ailleurs. Parce que oui, si c'est faire pour faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et ça va créer plutôt des mauvaises attentes, on va dire. Voilà, je crois qu'on a tenu à peu près, bon, il est 9h31, voilà. Si vous avez d'autres questions qui viennent, évidemment, nous sommes à votre disposition pour échanger. Le groupe LinkedIn aussi, Relations Clients Suisse, on parle aussi de relations collaborateurs, donc ne vous fiez pas qu'au titre. On sera présent au salon RH. Voilà, j'avais même oublié que j'avais oublié d'en parler, donc les 13 et 14 novembre, mais on peut se voir entre-temps, hein, évidemment. Et on pourra parler de formation d'enquête collaborateur, et puis vous pourrez voir aussi notre catalogue formation. Pour ceux qui le veulent avant, on l'envoie volontiers aussi avant. Et puis, on a notre événement à Montreux qui s'appelle le Relax Contact Day, qui sera consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle au service d'une relation client toujours plus humaine. Nous aurons la chance d'avoir notamment Mathieu Cortési et aussi Landry Avanda de la Banque Migros. On aura aussi la directrice de Etam qui viendra faire le contrepoint. Et évidemment, on parle de relations clients et on parle chaque année depuis, là c'est la 5e édition, il est toujours question de relations collaborateurs aussi, puisque les deux sont très très liés. Et c'est plutôt sympa parce qu'on le fait au Majestic à Montreux. Donc c'est plutôt aussi... Alors là, vous pouvez tout voir sur relax.ch, relacs.ch. Et en attendant, vous pouvez aussi, si cet atelier vous a plu ou vous voulez en faire profiter quelqu'un d'autre, les personnes peuvent se connecter et peuvent s'inscrire après coup pour recevoir le replay. Ça leur permettra d'avoir cet élément-là. Et pour celles et ceux qui souhaitent recevoir le support, faites-nous simplement un petit message et puis nous vous l'envoyons volontiers. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et une belle semaine. On a le droit de le dire encore, on n'est que mardi. Et de bonnes relations clients et de bonnes relations collaborateurs et collaboratrices. À bientôt. Au revoir.